Je le dis toujours en plaisantant, dès le moment où les marchés se mettent à baisser, ça redevient intéressant. C'est là ce que dit Warren Buffett, que j'aime beaucoup. Il dit, à quoi sert un marché baissier? À retourner le capital à ses propriétaires légitimes. C'est pas exactement ça. Donc, c'est à vous de vous positionner dans « je suis un propriétaire légitime ». Maintenant, je vais recommencer à regarder avec mon petit machin pour filtrer, là. Et je vais voir mon petit ami, là. Et je vais voir ce qui passe et ce que je devrais avoir, quoi. Mais c'est le moment, quoi. C'est le moment où ce métier devient intéressant. Je vais pouvoir... Alors, ça a l'air d'être un Pierre d'épave, mais pas du tout. Alors, revenons maintenant sur véritablement l'analyse de ce qui s'est passé pour toi et ce qui est toujours en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y avait jusqu'à maintenant quand même une survalorisation sur les marchés depuis un moment, depuis 2 ans, 3 ans. Un peu spécifique sur certaines valeurs. C'est-à-dire que ce que je voudrais dire, c'est, pour revenir à l'idée de l'Empire et l'idée de l'État-nation, c'est que les valeurs de l'Empire aux États-Unis étaient quand même étaient montées très très fort, elles étaient très surcotées. Et les valeurs c'est-à-dire on arrivait à se demander, est-ce que c'est l'exception américaine qui tire les Magnificent Seven ou est-ce que c'est les Magnificent Seven qui sont l'exception américaine? Mais tu ne pouvais pas dire l'exception américaine et dire je ne veux plus être un empire. C'est parce que s'il y a un empire, l'empire avait été bâti sur l'exception américaine. Donc dire qu'on passe à l'État-nation, c'est dire l'empire n'existe plus. Il faut que vous vendiez dans vos portefeuilles toutes les valeurs qui dépendent de l'Empire. Oui, mais alors, on a déjà tous, comme concept. On a tous, alors, en imaginant qu'on ait tous bien compris le concept d'empire et le concept de nation, on va partir du principe qu'on l'a tous bien compris. Comment, quand je vois une action, est-ce que, parce que c'est très subjectif, comment je... Moi, pour les valeurs de l'Empire, je veux te dire, tu regardes le bilan et tu vois combien d'impôts ils ont payé. S'ils ont payé moins de 10% d'impôts, c'est qu'ils ont optimisé l'Empire. Donc, normalement, une société industrielle, ça doit payer 20, 25, 30% d'impôts. Si elle paye de 0 à 10, tu la vends. C'est que ça fait partie de ces... Donc, il n'y a qu'un truc à regarder. Il y avait une blague sur Internet, elle est assez vraie. C'était, en réalité, M. Trump a pris toutes ses décisions en fonction du portefeuille boursier de Mme Pelosi. Donc, tout ce que Mme Pelosi a dans son portefeuille, vous les vendez. C'est pas faux. C'est pas complètement idiot. C'est pas complètement faux. C'est... Sur ces sociétés plateformes américaines donc, qui ont tenu quelque part une certaine spéculation sur les marchés depuis 2-3 ans, est-ce que tu penses que par accessoire, c'est aussi la mort de la gestion par les indices? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que comme mathématiquement, comme elles sont beaucoup montées, elles représentaient une part très importante des indices, donc le bear market dans ces sociétés va entraîner un bear market dans les indices, qui n'est pas un vrai bear market, qui est un bear market de construction des indices. Alors je surveille par exemple toujours le Standard & Poor's 500, qui est donc, en prenant la capitalisation boursière donc la vraie valeur de marché, et puis il y en a un autre qui s'appelle le 530, qui est les mêmes 500 valeurs, mais où chacune des valeurs représente un 500e. Et c'est très intéressant parce que depuis 4-5 ans, le 500, c'est beaucoup mieux que le 530, et maintenant, on vient de casser la moyenne mobile à 12 mois. Le 530 commence à faire mieux que les... Donc, si vous voulez jouer les États-Unis, dans vos portefeuilles, il vaut beaucoup mieux avoir le 530 que le 500. Désormais. Ça me paraît... Première réflexion. Alors, ça laisse maintenant aussi un autre truc, c'est que, le yen... Dans cette histoire, tu peux pas réindustrialiser les États-Unis si le yen est 2 ou 3 écarts types sous-évalués. Si tu veux faire des bagnoles aux États-Unis, aujourd'hui c'est beaucoup moins cher d'acheter une Lexus que de la faire aux États-Unis. Donc il faut que M. Bessent va expliquer aux Japonais que ça va bien, ils ont déconné pas. On attend, on est tous mais sur en les... même temps, il n'a pas baissé. Oui. Il a bien fait son boulot, puisque maintenant, avec le yen, je peux acheter beaucoup plus d'Exxon que je ne le faisais il y a... Oui, mais c'est parce que Exxon s'est pris une tôle aussi. Voilà, mais c'est pour ça que le rebalancement, ça marche. Oui. C'est que... Et puis, il y a l'or aussi, où tu vas pouvoir avoir... Alors, j'aimerais... après, on en parle de l'or. Parce qu'il y a un moment où l'or, il va devoir servir maintenant,
puisqu'il est monté de 18% depuis qu'on l'a acheté, ou je sais plus qu'on a commencé les portefeuilles, tu prends ces 18% et tu vas racheter des Exxon. Et donc, tu vas te retrouver dans ton portefeuille. Ça, c'est tu rebalances. Mais ma question, c'était, je voulais te poser la question de l'or, parce que je me souviens, j'ai pas le graphique, là, je l'ai pas sorti, mais tu avais fait une sorte de moyenne mobile, justement, de l'or pour essayer de déterminer quand est-ce qu'il est cassé par rapport au S&P. Là, il n'a pas cassé pour l'instant, ça va, il n'y a pas de... Non, mais ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant avec l'or, c'est que ça garde sa valeur. Et donc, là, il est bien monté, c'est-à-dire qu'il est monté. Et puis les autres, dans ton portefeuille, tu as 50% d'actions qui vont te donner la performance à long terme. Et puis 50% de trucs qui sont censés garder leur valeur. Oui. Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que la partie « je garde ma valeur » est restée bien tranquille, elle est montée. Puis la partie action, tu as ramassé une gamelle comme ça arrive de temps en temps. Donc ça veut dire qu'en vendant une partie de là-haut, tu peux racheter beaucoup plus en pouvoir économique d'actions. Donc tu vas faire monter ton action simplement parce que tu vas prendre une partie des soi-disant gains que tu as fait là-haut pour les mettre en action. Donc c'est comme ça que le portefeuille rebalancé fait mieux que le autre sur le long terme, parce que quand les actions se pètent la gueule, tu as tes réserves de cash qui servaient pas à grand-chose, tu les remets dedans et hop, tu ramènes à la moyenne. Mais tu sais que moi j'ai eu beaucoup de messages de gens de l'université de l'Espagne, n'importe quoi, de l'épargne, qui... On fait pas d'espagnol. On fait pas excusez-moi, c'est parce que on a une maison qui s'appelle la Tour d'Espagne, donc c'est pour ça. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Qui me disait oui, mais les valeurs pétrolières baissent, il faut que je vende tout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils avaient très peur, les gens. Mais il faut qu'ils en rachètent. Il faut partir du principe que sur le long terme, tu regardes depuis 100 ans, les valeurs pétrolières ont fait comme l'indice boursier. Donc, de temps en temps, elles cèdent des cas. Aujourd'hui, il y a 3 réserves d'énergie. Donc, tu as l'or, qui est la réserve d'énergie du passé, etc. Bon, ça, c'est les fournisseurs d'énergie. L'or, c'est de l'énergie que tu as mis en petite boîte, que tu peux faire sortir tout de suite en rachetant de l'énergie dans le marché. Tu as les utilisateurs d'énergie qui sont le Standard & Poor's 500. Et puis, tu as ceux qui font de l'énergie au jour le jour, qui sont les valeurs pétrolières. Bon, aujourd'hui, l'or et le Standard & Poor's 500, jusqu'à tout récemment, ils étaient tout là-haut, tous les deux. Et puis, ceux qui vendaient de l'énergie, ils étaient tout en bas. Donc, et tu reviens toujours... Elles reviennent toujours les 3, parce que c'est la même chose que tu mesures, elles reviennent toujours au même niveau, c'est-à-dire qu'une fois tous les 10, 15, 20 ans, les 3 sont au même temps. Moi, c'est un machin qui s'écarte aujourd'hui. L'écart entre l'énergie et les deux autres, c'est la production d'énergie aujourd'hui et les deux autres, c'est monstrueux. Donc, je me dis, sauf si c'est couillon de chinois, si je peux me permettre, je ne devrais pas dire des gros mots, mais si c'est chinois, nous inventent la fusion. Vous savez qui sont les perdants, c'est les 5 valeurs qui sont là-bas. Bon. Vous savez qui vont être les perdants? Vous avez toute une série de valeurs dont on nous en parler ici. Par exemple, les grandes valeurs industrielles françaises, Air Liquide, Schneider et tous ces trucs-là, L'Oréal, tout ce que vous voulez, qui, elles, sont déjà aux États-Unis, produisant déjà aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, du coup, elles vont être protégées par les tarifs. Oui. Elles vont être du bon côté des tarifs, si j'ose dire. Les gens qui leur faisaient concurrence en important de l'extérieur, ils vont plus être concurrentiels. Donc, ça veut dire que et si la Chine fait la même chose, et si l'Inde fait la même chose, ça veut dire que c'est très intéressant. Ces valeurs sont idéalement placées pour jouer un monde de retour aux nations. Mm-hmm. Parce qu'elles étaient quelque part en défaveur, ne faisant pas partie de l'Empire, mais comme l'Empire disparaît, elles vont gagner. Donc il va y avoir des valeurs nationales qui vont émerger en Inde, etc. Mais on a déjà un certain nombre de grandes valeurs internationales dont on sait que c'est elles qui vont emporter le... Donc pour toi... parce que là, tu viens de parler de potentielles valeurs qui se développeraient en Inde, donc en Chine, et ainsi de suite. Le fait, par exemple, nous, dans notre portefeuille, qu'on ait des ETF chinois et que ça n'est pas grave que les États-Unis mettent des droits de douane aussi élevés sur nos ETF futurs chinois. Parce que la croissance chinoise ne va pas être impactée pour toi. Non, ça fait que... si je veux dire, il y a les exportations vers les États-Unis qui vont baisser. Mais les exportations vers la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, etc., elles vont exploser parce que du coup, ils ont ces immenses dépôts qu'ils ont à Hong Kong de 2500 milliards de dollars qui vont pouvoir prêter à l'Indonésie pour faire des ponts, des routes et des bateaux, pour des mines de charbon. Et la Russie dans tout ça?
La Russie, alors tu regardes un petit peu, revenons à la carte que j'ai montrée souvent, tu sais, donc tu as tout le continent asiatique comme ça, qui est un immense rectangle, mais avec un triangle en bas qui est l'Inde, là, tu vois, dans le rectangle. Donc la Russie, c'est le réservoir de matières premières, et aujourd'hui, ils sont en cash flow positif. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont des comptes courants excédentaires avec le pétrole, etc. Puis tu as la Chine, qui a des comptes courants excédentaires aussi, et ô combien. Les deux pays, la Chine et la Russie, n'ont pas une très bonne démographie. Non. Ils n'ont pas des bonnes démographies. Mais ils sont massivement excédentaires en ce moment. En partie parce qu'ils ont une mauvaise démographie, ils n'ont pas eu d'enfants. Ce qui sont des investissements qui coûtent cher, qui amènent à des importations. Bon. Et puis tu as l'Inde, qui a une merveilleuse démographie et qui a besoin d'investissements comme pas possible. Donc l'idée de base, c'est que la Russie, ça va être les matières premières et l'excédent d'épargne. La Chine, les matières premières, l'excédent d'épargne et la connaissance des infrastructures. Et les deux devraient se mettre d'accord pour aider l'Inde, puisqu'ils ont le travail que les deux autres n'ont plus. Donc, en principe, si tu veux, tu te dis, comme on dit en anglais, it's a marriage made in heaven, c'est un truc qui devrait marcher. Donc, le triangle du futur, c'est cette immense